Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce 20h. Emploi des jeunes, l'État du Sénégal veut relever le défi. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, met en œuvre des stratégies pour faire du travail décent une réalité pour tous. Il a tendu la main à tous les acteurs ce matin à l'occasion de l'ouverture de la 4e conférence sociale au Centre international de conférence Abdou Diouf. Vague de réactions après l'invalidation de la loi interprétative de la loi d'amnistie par le Conseil constitutionnel. La décision n'est ni en faveur de l'opposition ni du pouvoir. C'est l'analyse de Hassan Sombre et Mamadou Sy Albert. Vous suivrez les deux analystes politiques qui plaident en faveur des victimes des manifestations. En santé, nous parlerons de la validation du document de plaidoyer établi par les pharmacies privées du Sénégal. C'est dans l'optique d'offrir un meilleur service dans les pharmacies privées, notamment en matière de planification familiale. Vous le verrez, des innovations sont développées pour offrir des services de qualité aux femmes. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous démarrons par l'ouverture ce jeudi de la 4e conférence sociale au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à une mobilisation générale pour faire du travail décent une réalité pour tous. Devant les partenaires sociaux, les syndicats, les employeurs et les représentants des collectivités territoriales, le chef de l'État a dévoilé les grands axes de sa stratégie pour bâtir un marché de l'emploi inclusif et durable. Il s'agit d'identifier les contraintes et opportunités pour cibler les actions prioritaires, répondre aux besoins locaux en renforçant la gouvernance territoriale, mettre l'accent sur l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment les start-up technologiques, élaborer une stratégie de gouvernance de la migration professionnelle, optimiser les ressources grâce à des mécanismes de financement innovants dans les partenariats publics-privés. Toujours sur l'actualité, le président de la République a désigné Cheikh Gueye comme facilitateur du dialogue national. La journée annuelle du dialogue national organisée du 28 mai au 4 juin 2025 aura pour thème général le système politique. Ce dialogue regroupera toutes les parties prenantes impliquées dans le fonctionnement et la rénovation du système politique, partis politiques, société civile, administration, cours et tribunaux, entre autres. Membres transpartisans de la société civile, le choix du chef de l'État s'est porté sur Cheikh Gueye pour superviser et guider ses réflexions en qualité de facilitateur. Et à un mois du dialogue national, l'ancien parlementaire Nicolas Ndiaye appelle à une participation de l'opposition, notamment le Front pour la défense de la démocratie et de la République dont il est membre. Il dit qu'on ne peut pas prôner la réconciliation et adopter une politique de la chaise vide, nous l'écoutons. Moi, je suis pour que le FDR, qui est la coalition de l'opposition à laquelle j'appartiens, je suis pour que le FDR participe au dialogue, au moins dans un premier temps, pour montrer notre bonne volonté. Parce qu'on ne peut pas prôner la réconciliation, ensuite faire la politique de la chaise vide par rapport au dialogue. Le 28 mai, c'était la journée du dialogue instituée par le président Macky Sall. Le président Diomaye suit le même chemin. Je pense que s'il appelle au dialogue, on doit y être et les prendre au mot. On va voir ce qu'ils vont dire et ils vont écouter ce que l'opposition va dire et on va voir s'ils sont dans des bonnes dispositions pour dialoguer de manière sincère ou non. Nous restons avec le secrétaire général de la Ligue démocratique, Nicolas Ndiaye, qui considère que la décision du Conseil constitutionnel fait perdre Pastef sur plusieurs fronts. Pour l'ancien parlementaire, les tenants du pouvoir doivent travailler à réconcilier les Sénégalais et non d'être dans une logique de course à la victoire devant le Conseil constitutionnel. Le verdict du Conseil constitutionnel, bien qu'il rejette la loi interprétative de la loi d'amnistie,
est néanmoins considéré par le parti PASTEF, notamment l'initiateur Amadou Ba, comme une victoire et non une défaite. Une position dénuée de sens selon le président de la Ligue démocratique. Il a déclaré que cette loi était inconstitutionnelle. Mais qui doit crier victoire? Est-ce que c'est l'opposition ou c'est le pouvoir qui avait proposé cette loi interprétative? Pour Nicolas Ndiaye, le PASTEF a perdu sur plusieurs fronts. Sur la compétence du Conseil à statuer. Dans le réquisitoire, le pouvoir, ils avaient demandé au Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent. Le Conseil constitutionnel l'a rejeté. Mais aussi sur le motif de signature évoqué. Ils ont dit que tout le monde n'a pas signé. Le Conseil constitutionnel a dit, même si tout le monde n'a pas signé, il y a 24 députés qui ont signé. L'ancien parlementaire qui s'était opposé à la loi d'amnistie lors de son vote à l'Assemblée nationale considère que l'heure est à l'acte et non à une course à la victoire. Entre 2021 et 2024, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays. Il y a eu des morts. On a brûlé l'université. On a brûlé des biens privés et des biens publics. On a attaqué des gendarmeries. Ça veut dire qu'un pouvoir digne de ce nom, qui responsable, doit situer les responsabilités et engager une réconciliation nationale. Membre du Front pour la défense de la République et de la démocratie, Nicolas Ndiaye estime que les nouvelles autorités doivent être les garants de la paix et de la stabilité du pays. Mamadou Kanté, l'invalidation de la loi interprétative de la loi d'amnistie par le Conseil constitutionnel suscite de moltes réactions. Hassan Sambé et Mamadou Albert estiment qu'aucun camp n'est sorti vainqueur du duel. Les deux analystes politiques ont même soulevé des brèches à travers cette décision. Et d'après Mamadou Albert, les victimes des manifestations ont maintenant le feu vert pour déposer une plainte devant les juridictions nationales ou internationales pour crime de sang. Djamaba nous en dit plus. L'incompréhension persiste autour de la loi interprétative. Le Conseil constitutionnel a certes tranché, déclarant inconstitutionnelle cette loi votée en début du mois d'avril à l'Assemblée nationale, mais la mouvance présidentielle, tout comme l'opposition, chacun crie victoire. Hassan Samb, analyste politique, dit ne pas comprendre la réaction de la majorité. Le Conseil a argumenté outre mesure en évoquant des lois imprescriptibles selon les lois internationales. Mais à mon avis, le principal obstacle, c'est quoi? C'est que, au regard du fait que l'article 1er est déclaré anticonstitutionnel et que la démarche ne saurait être effectivement acceptée par le Conseil, le président de la République, à mon avis, ne peut pas promulguer une telle loi. Donc, si la loi n'est pas promulguée, n'est pas publiée au journal officiel, elle ne peut pas être appliquée. Je n'ai pas compris, franchement, les réactions de la majorité. De l'avis de Mamadou Albert, analyste politique, la décision du Conseil constitutionnel ne profite ni au régime ni à l'opposition. Ils sont tous sortis perdants dans cette bataille. Parce que la loi interprétative, c'est une défaite pour la majorité, qu'elle ne sera pas promulguée, c'est une défaite. Mais d'un autre côté, ceux qui voulaient une loi qui va être abrogée partiellement ou totalement ont échoué. D'après Mamadou Albert, la décision du Conseil a même ouvert de nouvelles brèches auxquelles pourraient s'appuyer ceux qui réclament justice. La décision du Conseil constitutionnel dit clairement que les crimes de sang, les tortures, les atteintes aux libertés publiques, mais ces crimes-là sont des crimes qui peuvent être jugés, que les victimes donc ont le droit et la possibilité de saisir la justice pour réclamer justice. Ils se soucient tous les deux du déroulement du prochain dialogue national face aux rivalités politiques et la pile de dossiers judiciaires en cours de traitement et dans lesquels des personnalités politiques sont impliquées. Et depuis le rejet de la loi interprétative de la loi d'amnistie par le Conseil constitutionnel, c'est la guerre des arguments sur la scène politique. PASTEF ne s'avoue pas vaincu avec l'opposition. Il se lance des pics par presse interposée. Omar Thiam nous fait le point.
Le rejet de la loi interprétative de la loi d'amnistie par le Conseil constitutionnel divise la classe politique. L'initiateur du texte controversé, le député Amadou Ba, sur sa page Facebook, salue la sagesse du Conseil constitutionnel. Fin de l'impunité pour les crimes de meurtre, assassinat et torture. Ousmane Sonko, quant à lui, tire à boulet rouge sur l'opposition. Cette décision constitue un véritable revers contre une certaine opposition haineuse, au point de vouloir assimiler l'exercice d'une liberté politique et civique de manifester à des crimes de sang et de torture. Tout ça pour assouvir le dessein cynique de vouloir renvoyer des milliers de patriotes dans des geôles où ils ont tant souffert déjà. Le groupe parlementaire du PASTEF, à travers un communiqué, met la justice devant ses responsabilités. Il appartient désormais à la justice d'en tirer toutes les conséquences, et ce, en toute indépendance. Une indépendance de la justice saluée par le secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République. Pour l'ancien régime, le Conseil constitutionnel expose à la face du monde les méthodes cavalières d'un régime démasqué dont les députés, comme les leaders, ne cessent d'étaler leur incompétence et leur manque de maturité politique. Le secrétariat exécutif national exige désormais des autorités à s'abstenir de toute interprétation ou manipulation et de se soumettre scrupuleusement à la décision du Conseil constitutionnel. Dans cette vague de réactions figure le député Thierno Alassane Sall. C'est à se demander s'il ne règne pas au sein de PASTEF une épidémie de déraison entretenue par un gourou comme dans certaines sectes apocalyptiques. Après avoir trouvé matière à interpréter une loi d'amnistie d'une clarté manifeste, les voilà récidivistes en se glorifiant d'une décision qui étale toute leur incompétence. Le groupe parlementaire Takwalou Sénégal salue cette décision de haute portée historique et juridique en ce qu'elle conforte l'état de droit et le respect de la loi. Une fierté continentale si l'on se fie à Ahmed Saïd Larifou, qui était foncièrement contre l'amnistie générale promulguée le 13 mars 2024. Je vous l'annonçais en début d'édition, les pharmaciens privés du Sénégal ont organisé un atelier de partage du document de plaidoyer pour l'offre de services dans les pharmacies privées. L'objectif est de développer les innovations en matière de planification familiale et les acteurs ne vont plus se limiter au conseil et la vente de produits contraceptifs. Ils disposent du potentiel pour offrir des services de planification familiale de qualité aux femmes. Compte rendu, Moussa Mané. Les pharmacies du secteur privé peuvent jouer un rôle essentiel dans l'élargissement de l'accès aux produits contraceptifs et à l'information. C'est l'avis de ces acteurs. Selon eux, les politiques existantes de délégation des tâches n'incluent pas encore les pharmacies et leur personnel pour l'offre de services de planification familiale. Plusieurs activités ont été menées en parfaite intelligence avec l'ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens, l'ARP, la DSM, donc, bref, toutes les parties prenantes qui sont intéressées par cette problématique-là. Ce projet, affirme-t-il, soutient le développement d'un modèle d'intervention fondé sur des données probantes pour la prestation et l'impact d'une large gamme de services de planification familiale dans les pharmacies privées en Afrique de l'Ouest francophone. Nous avons fait beaucoup de chemin en ce sens que nous avons abouti à l'élaboration d'un argumentaire pour continuer encore le plaidoyer. Et aujourd'hui, justement, c'est l'aboutissement pour aller vers la validation de ce plaidoyer qui a été fait depuis très longtemps. Le projet vise cependant plusieurs régions du pays. Parallèlement à ce que nous sommes en train de faire, il y a des expériences qui sont tentées dans 5 régions du Sénégal pour permettre justement d'expérimenter cette approche-là qui vise à amener les pharmacies à pouvoir offrir des services. Mais tout ceci doit se faire aussi encore, comme je le dis, en concordance avec les structures privées qui doivent en assurer un peu le cadrage, l'encadrement, l'accompagnement, le suivi. Pour clôturer la première phase, les pharmacies du secteur privé comptent organiser un atelier de partage et de validation des arguments et des messages déjà élaborés pour appuyer le processus de plaidoyer. En particulier, ont marqué le Conseil des ministres d'hier et il s'agit de la protection des enfants et du dialogue social. Le chef de l'État a attiré l'attention des ministres concernés afin d'apporter des solutions pérennes à ces questions. Kader Sissi.
C'est une croisade annoncée contre la mendicité publique et le vagabondage des mineurs au Sénégal. Un fléau qui s'accentue malgré les dispositions légales relatives à l'incrimination de la mendicité, du vagabondage et de l'exploitation de la mendicité d'autrui, ainsi qu'à la protection des victimes d'exploitation de la mendicité et à la protection de l'enfant en danger. Le Premier ministre, en Conseil des ministres, a engagé les ministres en charge de la justice, de la famille, de l'intérieur et de la sécurité publique, des forces armées, ainsi que des affaires étrangères de lui soumettre, au plus tard fin octobre 2025, une stratégie de riposte. Cette stratégie, prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales en perspective de la fête du travail le 1er mai 2025 et les enseignements et recommandations du rapport 2024 sur les statistiques du marché du travail. Les associations des agriculteurs de la région de Kédougou sollicitent l'installation d'un bureau de passeport dans le but de faciliter l'obtention de ce papier administratif aux populations. Selon le président, les nouvelles autorités doivent rapprocher l'administration des administrés, étant donné que Kédougou est une région frontale et enclavée. Correspondance depuis Kédougou, Mamadou Sissé. Kédougou étant une région où la démographie galope à un rythme croissant, en plus de son éloignement de la capitale sénégalaise, la création d'un bureau des passeports s'impose une vieille doléance des populations de Kédougou. Pourquoi un bureau de passeport à Kédougou? D'abord, économiquement, ça mobilise des ressources pour l'État. Avoir un bureau de passeport, ça allège la souffrance des populations de Kédougou qui doivent aller jusqu'à Dakar, y compris les charges qu'il y a. Pour plus d'équité territoriale prônée par le nouveau régime, la région de Kédougou mérite bel et bien un bureau des passeports pour soulager les populations. C'est l'équité territoriale où on regarde dans la vision 2050 où il y a l'équité territoriale. On parle d'équité territoriale. Donc, compte tenu de tout ça, la région de Kédougou aujourd'hui, l'éloignement, l'équité territoriale, nous avons besoin d'avoir ce bureau du passeport dans la région de Kédougou pour que nous puissions sentir que l'administration est plus proche des administrés que nous sommes. Tenant compte de toutes les souffrances que les populations de Kédougou subissent pour l'obtention de passeports, la longue distance Kédougou-Dakar, les nombreux va-et-vient, y compris les dépenses. Pour toutes ces raisons, nous, membres de la Fédération des agriculteurs, la population de Kédougou, dans sa majorité, sollicitons des nouvelles autorités l'obtention d'un bureau de passeport dans la région de Kédougou. Les populations sont fatiguées, selon Thomas Mahasouba, président de cette structure. À l'instant, le compte-rendu de Mamadou Sissé depuis la région frontalière de Kédougou. Hors de chez nous, l'AFC M23 et le gouvernement congolais se sont engagés à œuvrer en faveur de la paix. En visitant en Afrique du Sud, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a particulièrement modifié ses plans de voyage suite à des frappes aériennes russes sur l'Ukraine. Et face à la menace de révocation de leur statut aux États-Unis, des migrants haïtiens se rendent au Canada. Tour d'horizon avec Amamar Sissé. L'AFC M23 et le gouvernement congolais se sont engagés à œuvrer en faveur de la paix dans un communiqué conjoint alors qu'ils discutaient à Doha au Qatar. Ces déclarations d'intention ouvrent la voie à un cessez-le-feu dans le conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'initiative a déjà été saluée à l'échelle internationale. La Belgique parle d'une étape cruciale vers la fin des violences. Dans la foulée, le vice-premier ministre belge a décidé de se rendre dans la région ce vendredi pour contribuer à la recherche d'une solution durable au conflit dans l'est de la RDC. Le Qatar, au centre des échanges entre les rebelles du M23 et Kinshasa, a de son côté appelé les protagonistes à entretenir ces talents de dialogue. Kinshasa et l'AFC M23 entendent travailler en faveur d'une cessation immédiate des hostilités. Reste à matérialiser cette volonté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partiellement modifié ses plans de voyage en Afrique du Sud suite à des frappes aériennes russes sur l'Ukraine. À ce stade, plus de 80 personnes ont été blessées à travers l'Ukraine. Toutes reçoivent les soins nécessaires. Malheureusement, 9 personnes ont perdu la vie à Kiev et je représente mes condoléances à partager Zelensky sur la plateforme X. Lors de sa visite, il avait prévu de rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa, actuellement président du G20. Zelensky a aussi déclaré qu'aujourd'hui, j'ai informé le président Ramaphosa de la situation et de notre besoin d'intensifier les efforts diplomatiques mondiaux.
Il dit espérer vraiment qu'il n'y aura pas de reproche, absolument pas d'émotion ni de reproche. Et selon lui, il s'agit de parler directement et ne veut pas penser de pression, ni de pression sur la Fédération de Russie, car, dit-il, il pourrait se rapprocher d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel. Cette visite a marqué une avancée diplomatique pour le président ukrainien dans ses efforts pour contrer l'influence forte et croissante de la Russie en Afrique. Les Haïtiens bénéficiant de statut temporaire aux États-Unis sont de plus en plus nombreux à prendre la route du Canada depuis que l'administration Trump menace de révoquer leur protection. Et même si cette décision a été suspendue par la justice, la crainte d'un retour forcé suffit à les repousser à reprendre le chemin de l'exil. En 20 jours, plus de 2000 demandeurs d'asile ont franchi la frontière Saint-Bernard de la Colle. Ils sont quasiment 4 fois plus nombreux qu'en janvier à converger vers ce point de passage au Québec. La plupart sont des Haïtiens. À Montréal, cette arrivée massive met sous pression la maison